Ils ont tous ri quand ma fille a apporté de la nourriture enveloppée dans du papier aluminium au repas partagé de l'école. Une mère a dit, c'est ce qui arrive quand ta mère est au chômage. Ma fille est restée silencieuse jusqu'à ce qu'un chef étoilé Michelin entre et dise, qui a fait ça? Je veux l'embaucher. La salle l'a applaudi. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Quand cette mère, au repas de l'école, s'est tournée vers son amie et a dit « Voilà ce qui arrive quand ta mère est au chômage », j'ai cru que mon cœur allait s'arrêter. Elle a dit ça en riant, comme si c'était une blague inoffensive. Ma fille, Sarée, l'a entendu. Je le sais parce que j'ai vu ses épaules s'affaisser. Elle n'a pas dit un mot. Elle est restée là, tenant le plat qu'elle avait préparé avec tout son cœur, emballé dans du papier d'aluminium. Pas d'étiquette sophistiquée, pas de garniture décorative, juste du papier d'aluminium. Les autres mères ont continué de sourire comme si elles n'avaient rien entendu, comme s'il était normal d'insulter une enfant à cause de l'apparence de son plat. L'une d'elles a même gloussé. Je suis resté là, essayant de calmer ma respiration, prétendant ne pas avoir entendu non plus, car si je réagissais, j'aggraverais les choses pour Sarée. C'est ça, être la mère qui ne s'intègre pas. On apprend à se taire. Sarée a levé les yeux vers moi avec un regard que je n'oublierai jamais. Pas de colère, ni même de tristesse, juste de l'immobilité. Et dans cette immobilité, j'ai vu quelque chose changer en elle. Elle n'a pas pleuré. Elle n'est pas partie. Elle s'est simplement retournée et a posé doucement son plat sur la table, comme s'il avait une signification. Et il en avait une. Ce plat contenait du poulet jerk qu'elle avait assaisonné elle-même, du riz à la noix de coco avec des flocons grillés qu'elle avait pressés à la main, et un glaçage à la mangue qu'elle avait testé 3 fois la veille pour le réussir. Elle a 12 ans. Et tandis que les autres enfants apportaient des cupcakes de chez Costco ou des plats que leurs parents avaient commandés à des traiteurs, Sarée avait passé tout l'après-midi dans notre petite cuisine, cuisinant avec soin, en utilisant les recettes de ma grand-mère, celles qu'elle utilisait pour nous nourrir quand nous n'avions pas grand-chose, mais qui nous donnaient toujours l'impression d'avoir tout. Pour eux, ce papier d'aluminium avait l'air bon marché. Pour nous, c'était un sceau, un emballage qui disait « Ceci est fait avec l'âme ». Ils ne le savaient pas. Tout ce qu'ils voyaient, c'était l'extérieur. Puis les portes se sont ouvertes. Un homme en veste de chef noir est entré. Je ne l'ai pas reconnu tout de suite, mais j'ai vu les gens se retourner. Les téléphones ont commencé à sortir. J'ai entendu quelqu'un murmurer. C'est Rémi Vargas, le chef de l'émission, celui qui a une étoile Michelin. Soudain, l'atmosphère a changé. Les gens s'agitaient, souriaient, arrangeaient la présentation de leur plat. Brenda, la mère qui avait fait le commentaire, vibrait pratiquement à côté de son tiramisu, époussetant des miettes invisibles. Tout le monde espérait qu'il s'arrêterait devant leur plat, mais il ne l'a pas fait. Il est passé juste devant le plateau de sushi, juste devant les cupcakes arc-en-ciel et le plateau de fromage importé. Il s'est arrêté devant le papier d'aluminium, puis il a souri. « Qui a fait ça ?» a-t-il demandé, et toute la salle est devenue silencieuse. 3 semaines avant le repas, j'ai été licencié. Ils ont appelé ça une restructuration de département, mais je savais ce que ça voulait dire. J'étais la dernière embauchée et la première à partir. Pas d'avertissement, pas d'indemnité, juste un carton, une poignée de main et un au revoir. Je me souviens être sorti vers ma voiture sur le parking avec ce carton dans les bras, fixant le ciel comme s'il pouvait m'expliquer quelque chose. Il ne l'a pas fait. Les factures n'ont pas cessé d'arriver juste parce que j'étais sous le choc. Je ne l'ai pas dit tout de suite à Sarée. Elle a 12 ans, mais elle porte un poids comme quelqu'un qui en aurait le double. Elle a toujours été comme ça. Silencieuse, observatrice, à l'écoute de tout, même quand personne ne pense qu'elle fait attention. Je voulais la protéger de la panique qui pesait sur ma poitrine comme une pierre. J'ai commencé à conduire pour Uber le soir, à faire des livraisons de courses la journée, et à postuler à des emplois la nuit. J'avais l'impression de me noyer en plein mouvement. Un après-midi, je l'ai trouvée dans la cuisine avec le vieux livre de recettes de ma grand-mère ouvert. Les pages étaient tachées et douces à force d'être utilisées. Sarée étudiait la recette du poulet jerk, prenant des notes sur un post-it. Je me suis appuyé contre l'encadrement de la porte et je lui ai demandé ce qu'elle faisait. Elle a levé les yeux et a dit « L'école organise un repas de la diversité. Tout le monde doit apporter un plat qui représente sa culture. » Son visage était calme, mais j'ai vu quelque chose en dessous. De l'excitation, peut-être. De l'espoir. Je ne voulais pas le briser. J'ai dit, c'est une belle idée. Qu'est-ce que tu pensais faire? Elle a tapoté le livre. Ça. Comme quand Nana l'enveloppait dans du papier d'aluminium et disait,
Il faut emprisonner la saveur, sinon elle s'échappe. Tu te souviens? J'ai hoché la tête, mais ma gorge s'est serrée. Ma grand-mère était décédée 2 ans plus tôt. Sarah n'avait que 10 ans, mais elle se souvenait de tout ce que Nana faisait dans la cuisine. Comment elle utilisait des clous de girofle entiers dans son riz. Comment elle ne mesurait jamais rien mais obtenait le même goût à chaque fois. Comment elle utilisait du papier d'aluminium parce que ça gardait la chaleur uniforme et disait « ce n'est pas juste de la nourriture. C'est une histoire ». Sarah a dit « on n'a pas besoin de dépenser de l'argent, maman. Je peux utiliser ce qu'on a déjà ». Je lui ai dit non, pas parce que je ne croyais pas en elle, mais parce que je ne voulais pas qu'elle se sente différente. Je savais comment se passaient ses repas. Des plats dignes de Pinterest et des plateaux en verre, des petites pancartes sophistiquées avec des polices et des drapeaux, des mères qui essayaient de se surpasser comme si c'était une compétition. Je ne voulais pas que le cœur de Sarah finisse sur une table pour être ignoré. Elle n'a pas discuté. Elle a juste dit « laisse-moi essayer, s'il te plaît ». Je le préparais moi-même. Les jours suivants, elle a planifié chaque détail. Elle m'a demandé de prendre quelques petites choses avec un bon d'achat que j'avais reçu. Des piments scotch bonnet, du thym, du gingembre frais. Elle a nettoyé la cuisine sans qu'on le lui demande. Elle se lavait les mains comme un chirurgien. Elle mesurait les épices comme si c'était de la poussière d'or. Je l'observais de côté. Une partie de moi voulait prendre le relais, corriger, guider, mais je ne l'ai pas fait. Elle était concentrée d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Elle ne faisait pas ça pour attirer l'attention ou pour obtenir une approbation. Elle le faisait parce que ça signifiait quelque chose pour elle. La veille du repas, elle a cuisiné en silence, fredonnant de temps en temps. Elle a fait mariner le poulet, a fait griller le riz avec de la noix de coco, et s'est mise sur la pointe des pieds pour glacer le dessus avec de la purée de mangue. Elle a utilisé du papier d'aluminium, tout comme Nana, et a emballé chaque morceau comme un trésor. Quand elle a eu fini, elle a tout rangé, l'a placé dans un sac réutilisable et s'est assise à côté de moi sur le canapé. Elle a posé sa tête sur mon épaule et a dit « J'espère que quelqu'un en mangera ». Je voulais lui promettre que ce serait le cas. Je voulais lui dire qu'ils adoreraient, qu'elle serait la star, que sa nourriture changerait les mentalités. Mais je savais que le monde ne fonctionnait pas toujours comme ça. Alors, je lui ai dit la vérité. Je suis fier de toi, quoi qu'il arrive demain. Elle n'a rien dit, a juste hoché la tête contre mon épaule. C'était suffisant. Le lendemain matin, nous nous sommes habillés, avons emballé la nourriture et nous sommes dirigés vers le gymnase de l'école. L'endroit était déjà bondé quand nous sommes arrivés. Des parents avec de grands plateaux et de larges sourires, des enfants dans des tenues colorées. Des tables longeaient les murs avec des plats, des pancartes, des drapeaux et des thèmes. C'était bruyant, lumineux et animé. Nous avons trouvé un petit espace au bout de la table et y avons déposé son plat en aluminium. Elle a lissé le papier une fois, puis a reculé et a croisé les mains devant elle. Elle se tenait droite, pas grande, mais forte. Et c'est là que j'ai vu Brenda Malois de l'autre côté de la pièce, posant un plat en verre de trifle et riant un peu trop fort. La même Brenda qui avait un jour envoyé un email pour corriger la grammaire des autres mères. Celle qui avait qualifié le repas de « vitrine culturelle » dans sa newsletter. Je pouvais déjà sentir le changement d'ambiance dans la pièce. J'ai pris la main de Sarah. « Tu es prête ?» Elle a levé les yeux vers moi, a hoché la tête et a dit « Allons les nourrir ». Nous sommes entrés dans le gymnase la tête haute, mais tout dans la pièce me disait que nous n'avions pas notre place ici. Les murs étaient bordés de longues tables recouvertes de nappes en plastique, et chacune ressemblait à une page de magazine. Des lasagnes dans des plats en verre avec des cartons nominatifs. Du bibimbap coréen dans des bols aux couleurs coordonnées, et même une tour de sushis entourée de lumière LED. Certains parents avaient apporté des glacières avec de la neige carbonique pour garder les desserts au frais. Sarah portait son plateau en aluminium comme s'il ne pesait rien, mais je savais que c'était faux. Il était lourd de toutes les heures de travail et de tout le cœur qu'elle y avait mis. Elle n'a pas bronché. Elle ne s'est pas recroquevillée. Elle a trouvé un petit espace à l'extrémité de la table, a posé délicatement le plateau et a croisé les mains devant elle, comme si elle gardait quelque chose de sacré. Quelques parents à proximité ont jeté des regards polis. Une mère a offert un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Puis j'ai vu Brenda. Elle était de l'autre côté de la table, arrangeant des tranches de tiramisu avec des paillettes dorées. Bien sûr, ce n'était pas fait maison. Brenda Malois n'était pas du genre à cuisiner elle-même. Tout ce qu'elle apportait venait d'une épicerie fine avec de la musique française en fond sonore. Elle a levé les yeux et nous a repérés. « Oh, vous êtes là » a-t-elle dit trop fort.
Et qu'est-ce que vous avez apporté? Avant que je puisse répondre, elle a jeté un œil sous le papier d'aluminium. Ses sourcils se sont haussés. Elle s'est tournée vers la femme à côté d'elle et a dit de cette fausse voix chuchotée que tout le monde pouvait entendre. Voilà ce qui arrive quand ta mère est au chômage. Ma poitrine s'est serrée. J'ai regardé Sarah. Elle s'est figée une seconde, puis a gardé les yeux sur le plateau. Elle n'a rien dit. Ses lèvres se sont pincées et elle a reculé un peu, comme si elle rétrécissait. Je voulais partir. Je voulais prendre ce plateau et le jeter au visage de Brenda. Mais je ne pouvais pas faire ça à Sarah. Pas ici. Pas devant tous ces gens. Je me suis penché et j'ai murmuré. Tu veux qu'on s'en aille? Elle a secoué la tête une fois. Non, a-t-elle dit. Je veux rester. Alors nous sommes restés. D'autres personnes sont arrivées. La file du buffet s'est formée, assiette en main. Enfants et parents se déplaçaient entre les tables, choisissant ce qu'ils voulaient. Ils sont passés juste devant le plateau de Sarah. Personne n'a soulevé le papier d'aluminium. Pas une seule question. Rien. Un garçon a attrapé un cupcake à côté de nous, a jeté un coup d'œil au poulet emballé dans l'aluminium et a continué son chemin. Un père en chemise a examiné les sushis comme s'il étudiait une œuvre d'art, puis s'est détourné de la nourriture de Sarah comme si elle n'existait pas. Le tiramisu de Brenda a disparu en 20 minutes. Son fils se promenait en proposant des bouchées comme un serveur à un mariage. Les gens le complimentaient comme s'il avait été fabriqué à la main à Milan. Je me tenais derrière Sarah et je regardais ses yeux suivre chaque rejet. Chaque fois que quelqu'un passait devant son plateau sans s'arrêter, je voyais ses épaules s'affaisser un peu plus. Elle ne pleurait pas. Elle ne se plaignait pas. Mais je pouvais voir le chagrin monter. Ses bras se sont croisés. Ses yeux sont restés baissés. Elle a commencé à tripoter le coin de la nappe. Je me suis penché à nouveau. Tu as fait un travail magnifique, mon bébé. Il ne le voit tout simplement pas. Elle a hoché la tête mais n'a pas parlé. Puis Brenda est repassée, cette fois avec une assiette remplie de nourriture qu'elle n'avait pas préparée. Elle a jeté un coup d'œil au plateau de Sarah et a dit, l'année prochaine, contente-toi peut-être d'un dessert. C'est plus facile. Je me suis tourné pour lui faire face et elle a souri comme si elle venait d'offrir une suggestion utile. Sarah n'a pas levé les yeux, mais j'ai vu ses mains se serrer. Elle respirait lentement, par le nez, puis par la bouche. C'est comme ça qu'elle se calme quand elle essaie de ne pas craquer. Je voulais la défendre. Je voulais crier, dire à Brenda exactement qui était Sarah, ce qu'elle avait fait et ce que cela signifiait. Mais je me suis souvenu du regard que Sarah m'avait lancé dans la cuisine la veille. Calme, stable, déterminé. Ce n'était pas mon combat. Le bruit dans le gymnase a augmenté. De la musique a commencé à jouer dans les haut-parleurs. Des enfants dansaient près de la scène. Les parents tournaient autour des tables, discutant et prenant des photos. Et le plateau en aluminium de Sarah restait là, intact, comme s'il n'avait pas sa place. Et puis quelqu'un est entré. Il n'était pas de l'école. Il ne ressemblait à personne d'autre dans la pièce. Il portait une veste de chef noir et se déplaçait comme quelqu'un qui n'avait pas besoin d'expliquer pourquoi il était là. Les gens se sont retournés. Quelqu'un a murmuré son nom. Les téléphones sont sortis. Rémi Vargas, chef célèbre, étoile Michelin, animateur d'une émission culinaire. Tout le monde dans cette salle le regardait. Et il se dirigeait vers les tables. Quand le chef Rémi Vargas est entré, toute la salle a changé. Je ne l'avais vu qu'à la télévision, penché sur des marmites fumantes, goûtant la nourriture les yeux fermés comme si c'était sacré. En personne, il avait l'air encore plus sérieux, grand, mince, le regard perçant. Pas d'entourage, juste une présence. Les gens se sont figés en pleine conversation. Quelqu'un a laissé échapper un cri de surprise et a fait tomber son téléphone. Brenda a redressé le dos comme si elle était à l'église. Un père a donné un coup de coude à son fils et a murmuré « C'est le chef de Plated Truth ». Le chef Vargas a traversé l'entrée comme s'il était chez lui. Il ne souriait pas. Il ne saluait pas. Il balayait les tables du regard comme s'il était en mission. La table de Brenda était sur son chemin, alors naturellement, elle s'est redressée. « Chef Vargas », a-t-elle dit avec un rire trop éclatant. « Je suis Brenda Malois. C'est mon tiramisu, fait avec du mascarpone importé. » Elle a rejeté ses cheveux blonds par-dessus son épaule comme si c'était un ingrédient secret. Il lui a adressé le plus petit des hochements de tête mais n'a pas cessé de marcher. Il s'est déplacé de table en table, soulevant les couvercles, humant les odeurs. Il n'a rien goûté. Il n'a fait aucun commentaire. Il était silencieux, concentré, méthodique.
Et puis il s'est arrêté juste devant le plateau de Saré. Il ne l'a pas touché au début, il est juste resté immobile, inspirant. Son front s'est légèrement plissé, comme si quelque chose l'avait surpris. Puis il s'est penché et a lentement décollé le papier d'aluminium. De la vapeur s'est élevée. L'odeur des épices Jerk a empli l'air. Fumé, sucré, piquant avec le piment scotch bonnet et le thym. Il n'a pas parlé tout de suite. Il a regardé autour de lui dans la pièce. Qui a fait ça? Le gymnase est devenu silencieux. Les conversations se sont arrêtées. Quelqu'un a baissé la musique. Brenda a ri de nouveau, cette fois-ci de manière gênée. Je crois que c'est juste l'une des contributions maison. Le chef Vargas ne l'a pas regardé. Il a répété la question plus fort. Qui a fait ça? Personne n'a répondu. Je me suis tourné vers Saré, dont les yeux étaient grands ouverts. Elle me regardait comme si elle essayait de décider si elle avait le droit de parler. Je lui ai fait un petit signe de tête. Elle a levé la main. Le chef Vargas s'est approché d'elle. Les gens se sont écartés comme une vague. Il s'est légèrement accroupi pour qu'il soit à la même hauteur. « C'est toi qui as fait ça ?» a-t-il demandé. Saré a hoché la tête. « Quel âge as-tu » ? 12 ans, a-t-elle dit doucement. Il a souri. Pas un grand sourire, juste le genre de sourire qui dit « J'ai vu quelque chose de rare ». Puis il s'est retourné vers le plateau, a déchiré un petit morceau de poulet avec ses doigts et l'a goûté, les yeux fermés. Les gens se sont penchés. Je retenais mon souffle. Il s'est relevé. C'est la nourriture la plus honnête de toutes ces tables. Qui t'a appris à cuisiner comme ça? Mon arrière-grand-mère, a dit Saré, et ma maman. Tu cuisines comme quelqu'un qui écoute la nourriture, a-t-il dit. C'est rare. As-tu déjà pensé à devenir chef? Elle a hésité. Puis elle a dit, parfois. J'aime nourrir les gens. C'est la bonne raison. Il s'est ensuite tourné vers moi. Elle a un don. Si cela vous intéresse, j'anime un atelier de cuisine pour jeunes pendant l'été. Elle y aurait une place. J'ai senti ma gorge se serrer. J'ai hoché la tête rapidement, en essayant de ne pas pleurer. Il s'est retourné vers Saré. Tu as fait ça avec du papier d'aluminium. C'est comme ça que ma grand-mère gardait la saveur aussi. N'oublie jamais où tu as appris à cuisiner. Puis il s'est levé et a applaudi une fois, juste une fois. Et les gens ont suivi. Une vague d'applaudissements a rempli le gymnase. Pas des applaudissements polis, de vrais applaudissements. Certaines personnes avaient l'air embarrassées. D'autres avaient l'air stupéfaites. Saré n'a pas bougé. Elle était figée au milieu de tout ça, clignant des yeux comme si elle ne réalisait pas encore. Le visage de Brenda était vide. Pour une fois, elle n'avait rien à dire. Le chef Vargas a pris un autre morceau de poulet, a fait un signe de tête à Saré et est sorti comme il était entré. Silencieux, confiant, sa mission accomplie. Dès que la porte s'est refermée derrière lui, les gens ont envahi la table. Le plateau de Saré, qui était resté intact toute la soirée, était soudainement entouré. Les cuillères raclaient, les compliments fusaient. Une fille a demandé si elle pouvait en emporter chez elle. Un professeur s'est approché et a dit qu'il n'avait jamais rien goûté d'aussi audacieux de la part d'un élève. Je me suis accroupi à côté de Saré. « Ça va ?» Elle m'a regardé, les yeux brillants. Ils l'ont enfin vu. Oui, ils l'ont vu. Et j'ai alors réalisé qu'il ne s'agissait pas seulement de nourriture. Il s'agissait de la voix qui se cachait derrière. Des mains qu'il avait créées. De la fille qui s'était tenue dans une pièce pleine de jugement et qui n'avait pas bronché. Après le départ du chef Vargas, le gymnase était différent. Le bruit n'est pas revenu de la même manière. Les gens étaient plus calmes maintenant, plus réfléchis. Pour la première fois de la soirée, le plateau en aluminium n'était pas ignoré. Il était entouré. Quelqu'un avait apporté de nouvelles pinces. Un autre parent a offert sa cuillère de service. Les enfants posaient des questions. Les adultes se resservaient. Quelques personnes ont sorti leur téléphone et ont commencé à prendre des photos. Pas de mèmes, mais de la nourriture. Saré est restée immobile pendant tout ce temps. Elle ne souriait pas. Pas encore. Elle les regardait simplement manger. Elle regardait ceux qui étaient passés sans un regard maintenant empiler sa nourriture dans leurs assiettes. Certains des mêmes enfants qui avaient auparavant évité sa table tournaient maintenant autour, chuchotant à quel point ça sentait bon. Une femme s'est approchée d'elle et a dit « Je ne savais pas que c'était à vous. C'est incroyable. Vous êtes vraiment talentueuse. » Saré l'a remerciée poliment, puis s'est retournée vers le plateau. Sa voix était calme, sa posture solide. Elle ne s'est pas vantée.
Elle n'a même pas regardé Brenda. Elle n'en avait pas besoin. Brenda, pendant ce temps, se tenait près de son plat de tiramisu vide, n'étant plus le centre de l'attention. Ses amis s'étaient éloignés. Son visage était figé, conservant la posture d'un sourire, mais il n'y avait rien derrière. Elle s'est finalement tournée vers nous, peut-être pour dire quelque chose, peut-être pour essayer d'arranger les choses, mais Sarah était déjà passée à autre chose. Un élève s'est approché avec un presse-papier. « Sarah, le directeur veut te parler. Ça te dérange de venir devant ?» Elle a hésité une seconde, puis l'a suivi. Je suis resté près d'elle, mais je lui ai laissé de l'espace. Elle est passée devant des rangées de tables, devant des enfants qui dansaient encore près de la scène, devant des parents qui chuchotaient maintenant à son sujet au lieu de parler par-dessus elle. Quand elle est arrivée devant, le directeur s'est penché et lui a serré la main. « Je voulais juste te dire félicitations », a-t-il dit. « Tu as représenté ta culture avec cœur. C'est ça, le but de ce repas. » Elle a hoché la tête en silence. « Merci. » Puis il s'est tourné vers la foule et a élevé la voix. « Avant de terminer la soirée, j'aimerais saluer une élève dont le plat a fait une forte impression, non seulement sur l'un des chefs les plus respectés au monde, mais sur nous tous ici ce soir. Sarah Dorsey, merci d'avoir partagé ton histoire et ta nourriture. » Les applaudissements ont repris, plus fort cette fois. De vrais applaudissements des parents, des enfants, du personnel. Brenda a applaudi aussi, lentement et mécaniquement. Sarah n'a pas salué ni fait de signe de la main. Elle a juste souri. C'était le genre de sourire qui dit « Je savais que j'avais ma place ici. » Vous ne l'aviez simplement pas encore vue. Ensuite, les gens sont venus nous voir par vagues. Un père a demandé si elle donnait des cours de cuisine. Une enseignante a demandé si elle envisagerait d'écrire une recette pour le blog de l'école. Une autre mère a dit « Je suis désolée de ne pas avoir goûté votre plat plus tôt. J'ai jugé trop vite. » Sarah a simplement répondu « Ce n'est pas grave. Je cuisine pour les gens qui ont faim. » J'ai failli m'effondrer sur place. Alors que le gymnase se vidait, nous avons rangé le peu qu'il restait de son plat. Le plateau qui était resté intact si longtemps était presque vide. Juste quelques grains de riz, un os ou deux. Sarah a plié doucement le papier d'aluminium comme s'il était encore important. Elle l'a remis dans le sac réutilisable et l'a refermé. Dehors, la nuit était fraîche. Le parking bourdonnait de parents chargeant les voitures et d'enfants courant en basket. Sarah marchait à côté de moi, de nouveau silencieuse. Je l'ai regardée et j'ai dit « Ça va ?» Elle a hoché la tête. « Mieux que bien. » Puis après une pause, elle a ajouté « Quand il a demandé qui l'avait fait, j'ai eu peur de lever la main. Mais je suis contente de l'avoir fait. » Moi aussi. Nous sommes montés dans la voiture, et avant même que je démarre le moteur, elle s'est tournée vers moi. « On peut essayer le ragoût de queue de bœuf de grand-mère la prochaine fois ? Je veux le réussir. » C'est là que j'ai réalisé que ce n'était pas la fin de quelque chose. C'était le début. Le début de Sarah choisissant d'être vue, d'être entendue, non pas en étant bruyante, mais en étant fidèle à qui elle était. Et après ce qui s'est passé dans ce gymnase, personne ne la sous-estimerait plus jamais. Le lendemain matin, Sarah s'est réveillée avant moi. Je suis entré dans la cuisine et je l'ai trouvée en train de griffonner quelque chose dans son carnet, celui qu'elle garde pour les recettes. Elle a levé les yeux et a souri comme si elle venait de résoudre une énigme. Je me suis versé un café et je me suis assise en face d'elle. Elle a tourné le carnet vers moi. En haut de la page, elle avait écrit « Plat d'héritage, première entrée, poulet jerk de Nana ». En dessous, elle a listé chaque ingrédient avec soin. Elle a même ajouté une note sur le temps de repos du poulet avant la cuisson. Quelque chose que je ne lui avais jamais appris. Cela venait de l'observation, de l'instinct, de l'amour. J'ai dit « C'est magnifique ». Elle a dit « Je veux faire tous ces plats. Je veux les écrire pour que personne n'oublie. » C'est là que j'ai su que le repas n'était pas seulement une victoire ou un coup de chance. C'était un tournant dans la façon dont Sarah se voyait. Avant cette nuit, elle aimait cuisiner, mais c'était privé. C'était une chose silencieuse, juste entre nous et la mémoire. Maintenant, elle voulait le partager avec le monde. L'école en a parlé pendant des jours. Une photo du chef Vargas à côté de son plat a fini dans le bulletin d'information du district. Les professeurs l'arrêtaient dans le couloir pour lui demander comment elle avait fait le glaçage à la mangue. L'un d'eux lui a même demandé si elle pouvait parler de la cuisine caribéenne aux élèves de 3e année pour leur cours de sciences sociales. Mais rien de tout cela ne l'a changé. Elle est restée la même. Toujours silencieuse, toujours posée, choisissant toujours ses mots comme des ingrédients. Seulement ce qui est nécessaire, rien de superflu.
Brenda ne s'est jamais excusée. Pas directement, mais elle a gardé ses distances après ça. À la réunion suivante de l'association des parents d'élèves, elle a présenté une motion pour accorder plus de reconnaissance aux contributions des élèves lors des événements scolaires. Personne n'a manqué l'ironie. Sarah ne l'a plus jamais mentionné. J'ai commencé à remarquer comment les gens regardaient Sarah différemment après cette nuit. Non pas parce qu'elle avait été validée par un chef célèbre, mais parce qu'elle avait prouvé ce qu'est la grâce sous pression. Elle n'a pas riposté avec des mots ou de la colère. Elle a laissé son travail parler pour elle. Et il l'a fait. Un soir, environ une semaine plus tard, Sarah et moi étions dans la cuisine en train de préparer un ragoût de queue de bœuf. Elle dégraissait la viande, concentrée et confiante. Je lui ai demandé « Comment as-tu vécu cette soirée ?» Elle a fait une pause d'une seconde, puis a dit « Au début, je pensais qu'il s'en fichait parce que ce n'était pas sophistiqué. Mais ensuite, j'ai réalisé qu'il ne comprenait tout simplement pas encore. » J'ai dit « Et maintenant ?» Elle m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Maintenant, ils comprennent. » Nous avons terminé le ragoût, l'avons enveloppé dans du papier d'aluminium comme le faisait Nana, et l'avons apporté à ma voisine, Madame Washington, qui venait de rentrer de l'hôpital. Sarah a frappé à sa porte et a dit « Nous avons apporté quelque chose de chaud. » Madame Washington a souri, a pris une profonde inspiration du parfum et a dit « Je n'ai pas senti ça depuis que je suis une petite fille. » Plus tard dans la soirée, alors que je bordais Sarah, je me suis assise un instant sur le bord de son matelas. Elle avait l'air paisible, contente, comme si elle avait trouvé sa place, pas seulement à l'école ou au repas, mais dans sa propre histoire. « Je suis fière de toi » ai-je dit. Elle a marmonné « Pourquoi ?» Pour avoir été courageuse dans une pièce qui essayait de te rabaisser, pour être restée gentille quand les autres ne l'étaient pas. Pour porter l'héritage de Nana sans avoir besoin de la permission de personne. Elle n'a pas ouvert les yeux, mais elle a souri. « Merci, maman. » En fermant sa porte, j'ai pensé à la fréquence à laquelle nous sous-estimons les enfants. À la fréquence à laquelle nous ignorons les plateaux en aluminium, les voix silencieuses, la nourriture faite maison sans étiquette. Nous oublions que le message le plus fort peut venir de la main la plus silencieuse. La vérité, c'est que Sarah n'avait pas besoin des applaudissements. Elle n'avait pas besoin de la validation d'un chef célèbre. Mais ce qu'elle a gagné cette nuit-là, ce n'était pas la célébrité. C'était la confiance en elle-même, en ses racines, dans le pouvoir de se montrer même quand personne ne regarde. Maintenant, quand je la regarde, je ne vois pas seulement ma fille. Je vois une jeune femme qui construit quelque chose de réel, un repas à la fois. Et je sais que ce n'était que le début. Alors, la prochaine fois que quelqu'un se moquera de l'enfant qui entre avec un plateau emballé dans du papier d'aluminium, j'espère qu'il se souviendra de cette histoire, car parfois, le papier d'aluminium contient plus que de la nourriture. Parfois, il contient un héritage. Merci d'avoir écouté notre histoire. Si cela vous a rappelé un moment où vous ou un être cher avez fait face au jugement avec dignité, partagez-le dans les commentaires. Je lis chacun d'entre eux. Votre voix compte ici. Si l'histoire de Sarah vous a touché, si elle vous a fait ressentir quelque chose, faites-moi une faveur, aimez la vidéo pour que plus de gens puissent entendre des histoires comme celle-ci, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que la force tranquille est toujours une force. Et si vous voulez entendre plus d'histoires comme celle-ci, des histoires qui percent le bruit et parlent au cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer la suite. Parce que parfois, il suffit d'une fille courageuse, d'un repas fait maison et d'un moment de vérité pour nous rappeler à tous que la grandeur n'a pas besoin de crier. Merci d'être là. On se voit dans la prochaine.